Dans un monde où dieux et démons s'affrontèrent il y a plus d'un siècle, lorsque le roi démon Wosun lança son attaque, il mena une armée de créatures dans le but d'envahir le royaume des dieux, déclenchant ainsi la grande guerre entre dieux et démons. Au cœur de ce conflit, le dieu de la guerre Shutian, gardien du temple de l'Ouest, combattit seul contre toute l'armée en terrassant un grand nombre. Cependant, alors que la guerre semblait pencher en faveur des dieux, grâce aux efforts courageux de Shutian, le dieu de la guerre fut trahi par un démon céleste. Ce dernier l'attaqua par derrière, mettant fin à sa vie. L'esprit de Shutian se fragmenta en 72 morceaux, se dispersant à travers le monde des mortels. Cette division fit basculer complètement la guerre en faveur des démons. Face à cette situation, le dieu Shijia n'eut d'autre choix que d'utiliser toute sa puissance pour sceller dieux et démons dans le vide du temple de l'Ouest. Désormais, seul le pouvoir du dieu de la guerre, Shutian, peut ouvrir le sceau du vide et sauver les dieux, rétablissant ainsi l'équilibre dans les enseignements bouddhistes. Actuellement, nous contemplons un paysage désertique. Parmi les montagnes, une petite maison en bois au toit de chaume se distingue. À l'intérieur, 2 enfants, Xiao Shang et son grand frère Yuan Zhen, sont effrayés par les secousses qui ont commencé. Yuan Zhen rassure son jeune frère, lui assurant que leur père les protégera. Alors que les secousses s'intensifient, Yuan Zhen place son frère dans un panier, le porte comme un sac à dos et s'enfuit de la cabane. Pendant ce temps, un homme au bâton affronte un démon maniant une chaîne avec une roche gigantesque en guise d'arme. Malgré le combat acharné, le démon frappe l'homme, le projetant contre une montagne. Observant la situation, Yuan, armé de 2 épées en bois, décide d'aider son père. Juste à ce moment, le démon tente de frapper Yuan, mais le père réagit rapidement et bloque l'attaque avec son bâton. D'un geste rapide, le père envoie doucement ses 2 fils en lieu sûr au sommet d'une autre montagne. Pendant ce temps, la bataille continue et le démon exécute un coup puissant qui met l'homme à genoux. Il transforme son bâton en nunchakus, les enroule autour du bras du démon et le déséquilibrant, lui donne un coup de genou au visage. Il tente d'étrangler le démon avec les chaînes, mais la force du monstre les brise, projetant l'homme au loin. Se réactivant, l'homme projette les morceaux de son arme, les transformant en projectiles. Puis il jette un sort, encerclant le démon de fragments et prie le ciel et la terre de l'aider à le vaincre. Une mystérieuse énergie électrique émane des morceaux de l'arme brisée, piégeant les bras et le cou du monstre. Après avoir fermé son poing, les montagnes environnantes forment une main qui se referme sur le démon, le piégeant sous un tas de roches. Le père rejoint ses enfants et leur demande de courir. Il explique à Yuan que c'est un démon qui chasse les chasseurs de démons et se nomme Asura. Après s'être éloignés de la zone, ils arrivent dans un lieu ressemblant à un arbre gigantesque dont les branches forment des chemins. À leur arrivée, ils doivent descendre dans une étrange grotte qui mène à un temple souterrain. L'homme libère une sorte de sceau, ouvrant la porte céleste du palais impérial. À ce moment, des racines se retirent, révélant 2 épées plantées dans un monument. Le père demande à Yuan d'en prendre une. Tous 2 retirent les épées, qui brillent en quittant le piédestal, ouvrant le sol devant eux et révélant une petite boîte dorée. Le père dit à Yuan qu'à l'intérieur se trouve un objet important à remettre à son jeune frère plus tard, car c'est le destin de Xiao Sheng, puis il lui tend l'autre épée, lui expliquant que ce sont des épées de chasseurs de démons, transmises de génération en génération. Bien qu'il ne se sente peut-être pas digne d'elle pour l'instant, l'homme rassure Yuan, lui disant qu'il l'a entraîné à l'épée depuis son enfance, espérant qu'il deviendra le propriétaire de ses épées. Il est convaincu qu'il sera le meilleur chasseur de démons choisi par les cieux. Le lieu commence à trembler. Le démon a été libéré. Père et fils décident de s'enfuir par un tunnel. Ils atteignent un pont au-dessus d'un lac de lave qui s'avère être la tombe des anciens chasseurs de démons. À ce moment, le démon apparaît soudainement par le plafond et frappe le chasseur avec force. Cependant, il exécute une incantation, lui lançant d'étranges feuilles de lumière, puis il jette un autre sort, des plaques encerclant le démon, l'enfermant dans une sphère et le scellant dans la lave. Au soulagement des enfants, la fumée dissipée, le guerrier est sauf. Au son d'une cloche, une main féminine transperce la poitrine de l'homme. Il est surpris de ne pas comprendre comment elle a pénétré la barrière, mais elle révèle qu'elle était là depuis le début. Il ne pouvait simplement pas l'apercevoir. L'homme tombe à genoux, regarde ses enfants et décide de dépenser son dernier souffle pour les sauver.
Il demande à Yuanzhen de protéger son frère et jette un sort final qui crée des planches de lumière autour des enfants, formant une barrière magique. Son intention est de les envoyer en sécurité, mais à ce moment, la fille démon affirme qu'ils n'échapperont pas, et attaque la barrière, causant une coupure sur la joue du garçon. Malgré sa tentative ratée de les tuer, le sort atteint son objectif. À la joie de leur père, avec son dernier souffle, il parvient à sauver ses enfants et leur confie la mission de sauver le monde. Plusieurs années se sont écoulées, et nous pouvons voir les frères qui ont grandi. Ils rencontrent un jeune moine qui prétend être un chasseur de démons, mais qui est en réalité un escroc. Le moine et un démon lézard ont trompé les villageois pour de l'argent. Les frères découvrent la vérité, affrontent le moine et décident de lui donner une leçon. Ils l'attachent, l'habillent en démon lézard, et le laissent avec une queue de reptile coupée qui bouge au sol, exposant ses fraudes. Le matin, les deux frères effectuent une cérémonie pour faire de Sheng un homme, car il a atteint ses 14 ans. Par un rituel spécial, son grand frère saupoudre de poudre dorée sur lui, faisant qu'un talisman l'entoure pour lui conférer le pouvoir d'éradiquer le mal, marquant ainsi sa transformation en chasseur de démons. Après une brève conversation où le nouveau chasseur exprime son incrédulité à mériter un tel titre et pouvoir, son frère révèle que leur père l'a laissé à sa charge et s'est sacrifié pour le protéger d'un démon extrêmement maléfique. Puis il lui remet ce que leur père lui a légué, et en ouvrant la boîte, Sheng ne trouve qu'un petit objet métallique aux détails gravés. Quand il interroge son frère sur cet objet, celui-ci répond se souvenir que leur père lui avait dit que c'était son destin. Plus tard, un vieil homme arrive en courant, désespéré, les suppliant d'aider son village, car un brouillard soudain et mystérieux est apparu, et ceux qui y entrent n'en ressortent plus. Dans le village, des rumeurs parlent d'un démon chat. Alors le vieil homme demande à nouveau leur aide, un sac de pièces à la main, mais cela n'intéresse pas les frères, qui pensent à un piège pour les tromper. En ignorant le vieil homme et en le repoussant, il laisse tomber le sac de pièces au sol et une petite clochette enroule. Cela attire l'attention de Jen, qui commence à se remémorer tout ce qui s'est passé dans le passé avec la fille démon. Alors que le vieil homme ramasse les pièces au sol, Jen lui saisit fermement le bras et demande d'où vient cette clochette. Finalement, ils décident d'aller au village, où ils observent un brouillard intense. En entrant dans le village, les frères voient le brouillard s'épaissir. Sans s'en rendre compte, ils se séparent, et une voix féminine demande à Jen qui ils cherchent. Ils s'informent de l'origine d'une clochette et proposent de la laisser vivre si elle quitte la ville. En réponse, la femme lance une rafale d'attaque vers Jen, qui parvient à toutes les esquiver. À ce moment, elle se révèle être l'assaillante, un démon chat tentant de frapper le chasseur de démons plusieurs fois, finissant par lui griffer le dos. Face à cela, Jen se concentre, ignorant les distractions, et exécute une attaque tourbillonnante comme une tornade qui disperse le brouillard environnant. Il renverse la fille démon qui, effrayée, le supplie de ne pas la tuer. Expliquant qu'elle ne chassait que des oiseaux pour se nourrir et que les personnes disparues se sont simplement perdues. Elle tente de le séduire, mais Jen l'interroge sur l'origine de la clochette. Elle prétend l'avoir trouvée par hasard et ignore son origine. Décidant d'épargner le démon, elle en profite pour l'attaquer par derrière. Anticipant ses intentions, Jen la vainc d'un habile mouvement d'épée et le démon disparaît. Pendant ce temps, un autre démon chat affronte le jeune Sheng, le projetant en l'air et exprimant sa déception en découvrant que le chasseur de démons n'est qu'un enfant. Enragé, Sheng ramasse un bâton au sol et défie le démon. Observant de loin, son frère considère ce combat comme le test final avant sa graduation. Le démon chat attaque à plusieurs reprises, mais Sheng bloque chaque coup avec son arme improvisée. Le démon suggère qu'il est inutile de se battre, sa sœur ayant probablement tué son grand frère. Sheng est convaincu que son frère ne perdra pas. Il frappe la créature plusieurs fois, mais celle-ci, enragée, augmente sa vitesse, lui infligeant des coupures et brisant le bâton du garçon. Juste avant de tomber, Sheng voit l'objet de son père et le prend. L'objet brille, émettant une grande puissance et se transformant en bâton magique. Sheng utilise cette nouvelle arme comme une lance, résonnant une vague magique qui capte l'attention de personnages familiers de la légende du dieu de la guerre. Le petit bâton de fer s'est transformé en un bâton doré qui parvient à transpercer le démon chat. Nous observons que le démon chat est surpris par la connexion que Xiao Sheng a avec l'arme magique, tandis que l'enfant gît gravement blessé.
Alors que le chat tente de retirer le bâton magique enfoncé dans son corps, sans se soucier de perdre une de ses 9 vies, Yuan Zhen entre en scène, demandant d'où vient la clochette. Quand il la fait sonner, le chat entre en transe et confesse que cette personne lui a donné la clochette, assurant qu'en la sonnant, Zen et Sheng apparaîtront. Zhen demande à nouveau qui est cette personne et où elle est, et le démon répète « Tuez le chasseur de démons et obtenez le fragment d'esprit ». La clochette se met à tourner à grande vitesse et entre dans la bouche du démon, qui semble augmenter la taille de son corps. Finalement, le chat explose. Après cette scène, 2 êtres particuliers semblent avoir tout observé de l'au-delà. Revenant à nos personnages, Sheng semble se réveiller, et la première chose qu'il voit est son grand frère à ses côtés. À quelques mètres, l'arme magique gisait enfoncée dans le sol, sans aucune trace du démon chat. Alors que Sheng ramasse l'arme qui semble rétrécir dans ses mains, l'idée persiste dans l'esprit de Zhen que le chat avait mentionné le fragment d'esprit. Il se demande quel lien cela pourrait avoir avec la mort de son père. À ce moment, au loin, 2 personnages émergent, l'un au visage de cochon et un chevalier beau mais étrange. Sheng présente ces 2 suspects, déclarant que lui et son frère sont des chasseurs de démons, engagés pour aider le village à éliminer le démon chat, Yuan Lai. La femme au masque de cochon, peu intéressée par leur histoire, lui demande de lui remettre l'objet. Bien que blessé par l'explosion, Zhen refuse de laisser son frère céder le bâton doré et riposte en attaquant avec ses épées. Cependant, l'attaque est violemment contrecarrée par la femme cochon, qui les force à remettre l'arme magique. Les garçons répondent qu'ils ne donneront rien à la stupide truie, ce qui irrite la fille, poussant le jeune homme qui l'accompagnait à intervenir pour calmer la situation. Il dit qu'ils ne veulent pas leur faire de mal, et sort soudainement ce qui ressemble à une sorte de tablette, lançant des pouvoirs de guérison qui réparent toutes les blessures internes de Zhen. Alors, une fois pour toutes, il se présente. Le jeune homme s'appelle Xia Luo, et elle est Zhu Xiaopo. Tous 2 sont des messagers célestes. Ils expliquent à nos protagonistes que l'objet magique que le garçon possède s'appelle le bâton divin et appartient au dieu de la guerre, Shu Tian. Plus tard, Xia explique l'histoire du premier chapitre. Il confesse qu'avec l'arme divine, ils peuvent percevoir les traces de l'esprit de ce dieu. Pour le revivre, ils doivent trouver les 72 fragments de son esprit dispersés dans le monde des mortels et ainsi restaurer le bouddhisme. Cependant, Xia révèle que la clé des fragments est le bâton divin de Sheng. Zhen en déduit que s'ils abandonnent le bâton, ils manqueront de trouver la personne mentionnée par le démon chat. Par conséquent, il fera tout son possible pour ne pas manquer cette grande opportunité. Xia leur explique que, selon le livre céleste, quiconque rassemble l'énergie du ciel et de la terre peut éveiller le bâton divin. Leur présence ne passe pas inaperçue, car non seulement les messagers célestes peuvent percevoir cette énergie, mais aussi les démons. L'armée du roi démon Boshun ne restera pas les bras croisés. Zhen semble peu convaincu par l'histoire, ce qui irrite Zhu. La jeune fille affirme qu'il n'y a pas de place pour les négociations et qu'ils vont prendre le bâton divin. Sous le regard de Xiaoluo, Zhu se calme et explique en détail que si les démons brisent le sceau en premier et libèrent leur armée avant qu'ils ne fassent revivre le dieu de la guerre, ce sera la fin. Le garçon décide de croire à cette histoire, indiquant que s'il remet le bâton, la paix reviendra aux 6 royaumes. Sheng remet l'arme magique. Bien que Zhen pense que sans elle, ils ne pourront trouver cette personne, il est heureux pour son frère qui ne risquera rien en portant cet objet. Les frères se retirent sans du lieu, à la recherche de la récompense pour avoir sauvé le village, mais Zhu les accuse d'avoir forgé le bâton divin. Il semble que lorsque l'objet glisse des mains de l'enfant, il perde sa couleur dorée. Ils en viennent à la conclusion que le bâton a choisi Sheng comme nouveau propriétaire. Sans autre option et déterminé, l'enfant devra accompagner ses messagers célestes. Le bâton semble guider le groupe vers le flanc des montagnes, initiant cette grande aventure. Tous à bord. Le groupe est maintenant sur le navire Petit Dragon Blanc, traversant des zones arides, et nos protagonistes mangent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Cela irrite Zhu, car nous savons qu'elle est la grincheuse du groupe. À ce moment précis, une alarme retentit dans le navire. Un obstacle sur le chemin a déclenché les freins de sécurité, secouant tous les membres de l'équipage à l'intérieur. Zhen décide de sortir pour enquêter, et peut voir une femme au sol à quelques mètres. Il se précipite pour l'aider.
La voyant blessée, il décide de l'emmener au petit dragon blanc pour soigner ses blessures. Mais Zhou semble être jalouse de cette belle femme et se demande pourquoi elle était seule, au milieu de nulle part. Maintenant plus calme à l'intérieur du navire et ses blessures étant soignées, il décide de lui demander ce qui s'était passé. Elle leur dit qu'elle marchait et que des bandits ont tenté de la voler, la poignardant au passage. Elle leur demande de la ramener au canyon sombre, craignant de rencontrer ces bandits. Nos protagonistes expliquent qu'ils se dirigent vers cet endroit à la recherche de fragments. Et sous le regard de la dame, Xia interrompt Zhou, disant que ce n'est pas l'affaire de l'étrange dame, nommée Jiju. Xia suggère de se reposer cette nuit-là et de partir tôt le matin. Pendant que tout le monde dormait, dans la pièce se trouvent Sheng, Jen et Jiju. Cette dernière se réveille et, apparemment avec une étrange alliance, tente d'attirer le bâton divin. Cependant, à ce moment précis, Xia apparaît pour l'interrompre, sortant de la douche et semant la confusion dans la pièce. Le matin, tous les membres de l'équipage se réveillent pour prendre le petit déjeuner et continuer l'aventure. Cependant, nos jeunes frères et sœurs ont appris que Mademoiselle Jiju était partie tôt sans prévenir, et ce n'est pas tout. Le bâton divin avait également disparu. Dans une autre scène, nous voyons Mademoiselle Jiju avec le bâton divin se diriger vers une grotte. Là, elle réfléchit au but de sa mission et se souvient qu'à l'intérieur de cette grotte, sa sœur Ziyang est ligotée. Jiju est entouré d'un groupe de bandits et au-dessus se trouve leur chef aux côtés de son bras droit. Il propose d'obtenir le bâton divin qui était entre les mains de nos protagonistes et en échange, ils libéreront sa sœur. Ce chef semble posséder l'un des fragments de l'esprit du dieu de la guerre. Il explique que le bâton divin est l'arme la plus puissante de l'univers et s'il l'obtient avec le pouvoir de l'esprit du dieu de la guerre, tous les démons lui obéiront. Ce bandit promet que si elle livre l'artefact à temps, sa sœur sera libre. Cependant, il avertit qu'il ne peut rien garantir si elle est en retard. Notre groupe, sans perdre de temps, se dirige vers la grotte de l'araignée, où Xia affirme que le bâton se trouve avec l'escroc. Pendant ce temps, à l'intérieur de la grotte, Jiju remet l'artefact, et le chef, comme promis, libère sa jeune sœur. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à partir, le bras droit du chef, Bandit, leur bloque le chemin. Pendant que le chef rit, il leur dit avoir promis de laisser partir Ziyang, mais pas elle, et qu'une autre surprise les attendait. Jiju décide de répondre à cette tromperie en attaquant le chef des bandits pour récupérer le bâton divin. Juste au moment où elle est sur le point d'être attaquée par le bras droit du chef, Jiju invoque le bâton divin, forçant l'ennemi à reculer. La jeune fille est surprise de voir que le bâton divin ne répond pas. Mais sans perdre de temps, elle attaque l'ennemi de son alliance et s'échappe avec Ziyang. Les deux bandits se ressaisissent et les poursuivent. Les filles tentent de se défendre, mais après une lutte intense, le bras droit du chef les piège dans une barrière de diamants. Apparemment, il possède également des capacités spirituelles et parvient à les laisser sans aucune issue. Nous pouvons observer que Xia confirme, en vérifiant sa tablette, que le bâton divin se trouve à l'intérieur de la grotte de l'araignée. Cependant, il précise que, même s'il est à l'intérieur, la partie la plus difficile du voyage réside dans les passages de cette grotte. Jen suggère de se séparer et se dirige rapidement avec son jeune frère à la recherche du bâton. Malgré les difficultés du chemin, Sheng est confiant de trouver Jiju, grâce au parfum de la jeune fille. Les deux garçons atteignent l'endroit où Jiju et sa sœur étaient piégés, et Jiju leur demande de ne pas leur faire de mal, promettant de faire ce qu'ils veulent. Bien que Sheng veuille réagir à cette situation abusive, son grand frère lui demande d'attendre, car ce n'est pas le bon moment. Le grand chef libère les filles de la barrière de diamants, et alors qu'il approche Ziyang, Jiju lance une attaque qui frappe le visage de l'ennemi. Cela met le chef en rage, qui riposte en attaquant Jiju de toute sa puissance. Cependant, sa sœur s'interpose, subissant tous les dégâts. Dans cette situation, Jen et son frère lancent une attaque, mais une explosion interrompt le combat. Finalement, Xia et Xiao arrivent, ce dernier dirige une puissante attaque vers Zi, qui est gravement blessé. Zen intervient pour empêcher l'impact, déclarant que Mademoiselle Jiju est innocente. Zen ordonne à Ju de quitter les lieux avec sa sœur, tandis que Sheng tente d'aider les deux sœurs. Le bras droit du chef ennemi essaie de lancer une attaque, mais Jen l'intercepte et le prévient que s'il fait un pas de plus, il le tuera avec ses deux sabres. Le chef des bandits convoque tous ses combattants pour encercler nos protagonistes. Diao demande à Xia de gérer la situation, et il lance un sort appelé Tornade de vent, envoyant tout le monde voler hors de la grotte.
Le chef bandit réagit pour empêcher les sœurs de s'échapper, lançant une attaque de pic rocheux, mais cette attaque s'avère futile grâce à l'aide de Xia. Insatisfait, le chef attaque de nouveau. Mais Gen intervient avec ses sabres, stoppant l'attaque. Le bras droit du chef tente aussi de se joindre au combat, ce à quoi Xiaopa répond. Pendant ce temps, Xia lance un sort appelé Tonnerre Céleste. Le bras droit essaie de se protéger avec sa défense de barrière de diamant, mais Xiaopa réagit à temps et le projette dans le groupe de puissance créé par Xia, ordonnant finalement au Tonnerre Céleste de frapper le chef bandit. Les messagers célestes demandent qu'il leur laisse tout entre les mains pendant que les gars escortent les sœurs en toute sécurité et Jiju s'excuse de les avoir trompés, rendant le bâton céleste. Le chef des bandits semble ne pas vouloir abandonner et lance une frappe contre Xia, qui l'esquive et contre-attaque en envoyant une attaque de flamme rouge. Le chef forme un bouclier de roche et l'attaque de Xiaoluo semble se diriger vers lui. Profitant de la baisse de garde de Xia, le bandit tente de frapper, mais Xiaopa intervient et attaque l'ennemi avec sa puissante arme. Il semble que le chef bandit ait beaucoup de résilience, et Xia avertit que, bien que les mortels possédés par l'esprit du dieu de la guerre ne gagnent pas tout son pouvoir, cet ennemi ne doit pas être sous-estimé. Le bandit déchaîne une attaque de roche et Xia crée un rideau d'eau qui la traverse facilement. Ensuite, Xiaopo lance une attaque avec son puissant bras canon, mais l'ennemi parvient à se défendre avec un bouclier fait de pierre. Il affirme que tant qu'il aura des roches autour de lui, toute attaque sera vaine. Cependant, il n'avait pas anticipé qu'en touchant l'eau, Xia pourrait envoyer une attaque utilisant une technique de foudre, comme nous le verrons plus tard. Pour assurer le coup final, Xiaopa attaque avec son puissant canon de puissance. Au final, ils parviennent à vaincre l'ennemi et l'esprit de Shutian est libéré. À l'extérieur de la grotte, Zen, Sheng et Jiju sont retrouvés et apparemment leur jeune sœur avait encore des signes vitaux. À ce moment, l'homme de confiance du chef bandit apparaît et s'engage dans un combat à l'épée avec Gen. Cependant, l'ennemi semble porter des coups durs, laissant Gen piégé dans une barrière de diamant. Pour aggraver les choses, l'ennemi transforme Gen en statue, mais quand tout semble perdu, le bâton divin semble s'éveiller, et Sheng parvient à briser la barrière de diamant et à libérer son frère. L'ennemi parvient à récupérer le bâton, mais il rétrécit de nouveau. Cela pousse l'ennemi à baisser sa garde, et Gen lance une attaque létale. L'ennemi est surpris par la vitesse des attaques et semble voir une ressemblance avec un autre combattant. Une fois de plus, il baisse sa garde. Le démon insiste, disant qu'il voit une ressemblance, et affirme que Gen était l'héritier du chasseur de démons à double lame. Il raconte qu'il y a 10 ans, cet homme a ordonné la capture du chasseur de démons à double lame, et à ce moment-là, il a affronté le chasseur et a été laissé partir. Et alors qu'il était sur le point de révéler davantage sur cet homme mystérieux, ce son de cloche distinctif retentit de nouveau, et l'homme de confiance du chef bandit meurt, libérant ainsi l'esprit de Shutian. La nuit, après tout ce qui s'est passé à bord du navire Petit Dragon Blanc, ils essaient de soigner les blessures de Ziyang. Cependant, Xia dit que ces blessures ont dépassé la limite de guérison de la magie céleste. Malgré cela, il suggère une autre façon de la sauver. Sceller son esprit, trouver le dieu, et lui demander de guérir ses blessures. Mais pour cela, la jeune fille doit quitter son corps actuel et être ressuscitée dans un autre corps. Ziju accepte, et Sha scelle l'esprit de sa sœur dans l'amulette qu'elle porte. Tout le monde se sent angoissé, pensant qu'ils auraient pu faire plus pour empêcher ce qui s'est passé. Cependant, une nouvelle aube invite ses héros à continuer leur aventure, ajoutant également un nouveau membre, du moins par la décision de Gen. Nous pouvons voir nos amis aventuriers arriver avec le navire, Petit Dragon Blanc, dans une nouvelle ville. Nous remarquons que Sheng est affecté par la fièvre, et il demande à Xia s'il connaît un sort pour réduire la fièvre. Il répond que Sheng ne devrait pas s'inquiéter, car la cause de son malaise est liée au fait que le bâton divin a absorbé 2 fragments de l'esprit de Shutian en même temps. Cela crée un certain fardeau sur l'esprit du propriétaire, et puisque le jeune homme est mortel, il a besoin d'une période de temps pour s'adapter. Ainsi, en arrivant au magasin du dieu de la terre, il prendra un médicament spécial, et ira clairement beaucoup mieux. Après cela, Ziju quitte le navire vêtu de vêtements légers à cause de la chaleur. En voyant sa silhouette attrayante, Xiao se met très en colère, et lui demande si elle n'a pas honte de s'habiller ainsi. Ce à quoi la femme répond qu'elle n'a enlevé sa veste qu'à cause de la chaleur. Après avoir exploré un peu plus la ville, Zi remarque que Xiaopa est toujours en colère, alors il lui suggère d'enlever aussi sa veste pour se rafraîchir. Finalement, ils atteignent leur destination, qui est le magasin Guijen. Zé semble déçu, car au lieu de ressembler à un magasin du dieu de la terre, cela ressemble plus à un magasin de vêtements, soulevant des doutes quant à savoir s'ils auront vraiment des médicaments pour son frère.
Xiaopa le traite d'idiot et lui demande d'examiner les lettres de Guy pour voir ce qu'elles forment, alors il décide d'entrer pour vérifier. Xiao appelle le gérant du magasin, qui s'avère être un vieil homme plutôt étrange. Ce type essaie de leur vendre des vêtements, jusqu'à ce qu'il réalise finalement qu'ils sont deux célestes. Mais le vieil homme est distrait par la présence de Jiju, et essaie de lui montrer un bikini spécial pour sa silhouette. Cela met Xiaopa en colère qu'il frappe. Sur un ton sérieux, le vieil homme explique la raison du changement de produit dans son magasin, qui est lié au chaos survenu dans le monde depuis que les démons ont gagné la guerre. De moins en moins de clients célestes visitaient son commerce, il a donc dû vendre ses produits mortels pour survivre tout ce temps. Après avoir interagi avec une figurine sur la table, la pièce change complètement, prenant la forme qu'il s'attendait à voir dans un magasin du dieu de la terre. Sans attendre une seconde, Xiao demande au vieil homme des haricots célestes et les donne rapidement à Sheng pour soulager sa douleur, car ces haricots ont le pouvoir d'atténuer la surcharge magique. Après cela, on a demandé au vieil homme pourquoi, après tant d'années de fermeture, le four industriel de la Cité du Feu avait été rallumé. Il a commencé à raconter une histoire dans laquelle, il y a 100 ans, une énorme météorite de feu est tombée du ciel et a atterri dans le four industriel fermé. Depuis lors, le temps a commencé à changer d'une manière très étrange, faisant que chaque jour de ces 100 ans ressemblait à l'été. Cette météorite massive a brûlé pendant 300 jours avant de se refroidir, devenant maintenant le nouveau four industriel de la Cité du Feu. De plus, il explique que le four ne peut pas être éteint, car toute l'énergie de la ville en dépend. Cependant, il est maintenant contrôlé par une force démoniaque appelée la Grande Flamme, et son chef, Kuo Shiyun, est le véritable souverain de la Cité du Feu. Après avoir entendu ces mots, Xiao se met en colère, car il ne comprend pas comment, étant un être céleste, il peut obéir à un démon. Il explique que Huo Xiyun est un démon de haut rang qui peut contrôler les flammes, et il n'ose pas le défier. Ensuite, Sho demande à Sheng s'il se sent mieux, et lui demande de sortir le bâton divin et de le faire tourner. Le garçon obéit aux ordres, et alors qu'il commence à le faire tourner, le bâton émet des ondes qui déclenchent une réaction de la météorite. Il réalise donc qu'un fragment de l'esprit du dieu de la guerre se trouve là où la météorite est tombée. Ils en déduisent que le pouvoir du feu se manifeste à l'intérieur du démon. Le silence est interrompu lorsque Shung laisse tomber le bâton au sol parce que le pendentif s'est cassé. Après cela, ils décident de partir à la recherche du fragment, avertissant les frères que cette fois, ils affronteront un démon de haut rang avec une capacité magique assez puissante qui n'a rien à voir avec les démons humains qu'ils ont combattus auparavant. Zen semble peu s'en soucier et demande à Jiju de prendre soin de Xiaosheng, bien que le petit n'aime pas l'idée, et veuille aussi y aller. Pendant ce temps, à l'intérieur d'une des installations, nous observons ce qui semble être la secrétaire du chef de l'organisation. Elle rapporte que le noyau est toujours sécurisé, et en recevant cette information, l'homme commente que la fonction principale est sur le point de commencer. Pendant ce temps, nos protagonistes atteignent l'entrée de la tanière des grandes flammes. Selon les plans, ce qu'ils cherchent se trouve au sommet du bâtiment. Ziju s'occupe de Sheng, qui a toujours une forte fièvre et semble faire des cauchemars. Dans le rêve du jeune homme, les deux fragments absorbés se transforment en deux esprits, qui racontent la légende du dieu de la guerre affrontant des démons et étant trahi. La présence de leurs anciens porteurs tente de tenter le garçon à utiliser le pouvoir de l'esprit du dieu de la guerre et à remplacer ce qu'il est par quelqu'un de plus fort, sacrifiant son âme. Après réflexion, il réalise qu'il pourrait en effet devenir plus fort, mais il ne désire pas le pouvoir pour être supérieur aux autres. Il le cherche plutôt pour protéger ceux qu'il aime. Donc, si la condition pour obtenir ce pouvoir est de perdre son âme et de devenir un être maléfique, alors il n'a pas besoin de ce pouvoir. Après avoir prononcé ces mots, le bâton divin réagit, car il vient de passer l'épreuve de la tentation. Maintenant son cœur se renforcera, et ses esprits seront plus unis. De retour dans la tanière de la grande flamme, nos héros entrent, laissant derrière eux des piles d'hommes vaincus jusqu'à ce qu'ils atteignent la salle principale. À ce moment, quelqu'un apparaît dans les escaliers et affirme que les acteurs sont enfin arrivés, sauf Jen, à qui il dit qu'il n'est pas l'acteur de cette pièce, et que cela ne le concerne pas. Quand Jen tente d'attaquer, le chef lance une boule de feu pour le repousser, et les informe qu'il attend depuis 100 ans de recevoir les deux célestes, car le public de la pièce de vengeance l'attend depuis longtemps. Cela déconcerte les personnes présentes, et alors qu'il descend pas à pas, il s'enveloppe d'une intense aura de feu, initiant la pièce principale appelée l'enfer brûlant. Après cela, Huo Xiyun les informe qu'il sait qu'il cherche le fragment de l'esprit divin résidant en lui, et les défie, les osant à le prendre pour eux-mêmes.
Jen se dispense des formalités et sans un instant d'hésitation, se jette sur l'homme avec l'intention d'attaquer. Cependant, le démon crée une barrière de feu qui bloque l'assaut. Après avoir démontré qu'il n'a pas subi une seule égratignure, il décide de contre-attaquer avec une force bien plus grande, battant Jen sans effort. Rapidement, Sha utilise un sort de glace pour abaisser la température du conflit. Elle informe ensuite Yoon que la météorite de feu ne s'est pas complètement refroidie et que le feu dans son corps pourrait activer son énergie, provoquant un désastre dans la ville. Elle lui demande de renoncer à l'esprit divin afin qu'il puisse complètement refroidir la météorite. Cependant, le chevalier répond qu'il n'a besoin que d'un peu de sang de ceux qui sont immortels. Cela provoque une réaction de Sha, qui réalise que les intentions de l'homme sont de déchaîner la technique interdite de la météorite de feu, ayant l'intention de la diriger comme un acte de vengeance vers le palais céleste des immortels, dans l'espace. En entendant cela, Xiaopa décide d'attaquer en tirant son énorme canon. Malheureusement, cela s'avère inefficace car le démon contre-attaque, détruisant le canon céleste. Jen se rétablit et mentionne que, même s'il ne comprend pas ce qu'est la technique interdite de la météorite de feu, il ne peut pas permettre qu'il soit sacrifié et que le démon atteigne son but, avec du sang versé. Finalement, il décide de l'affronter et leur demande d'aller parler à l'ancien du magasin pour élaborer un plan. Pendant ce temps, les habitants de la ville commencent à remarquer d'étranges tremblements et assistent au four industriel crachant des flammes par le haut. Le vieil homme affirme que le four à feu a été réactivé et croit que c'était parce que les célestes ont irrité la terrible créature. À l'intérieur de la tanière, la bataille fait rage. Wo Shi-yoon lance ses attaques de feu et Jen, pour le distraire, jette l'un de ses sabres. Le démon l'esquive facilement, mais par derrière, notre jeune homme parvient à l'atteindre avec son autre sabre, le fendant en deux et le réduisant en cendres. Ce que Jen n'attendait pas, c'était d'être attrapé par le fouet de feu et projeté au sol. Le démon lui reproche de ne pas avoir à sacrifier sa vie pour protéger ces célestes lâches qui n'ont montré aucun remords quand ils l'ont abandonné. Cependant, Jen semble peu se soucier de ce qu'il dit. Après quelques tentatives de coups de poing, tous esquivés par l'homme, le démon fait un pas rapide en avant et délivre un puissant coup de poing à l'estomac, le faisant heurter un mur et tomber faiblement au sol. Le démon est surpris que Jen ait tant résisté. Alors il considère qu'il mérite des funérailles dignes dans les flammes. Il lance une puissante attaque de feu, mais à ce moment-là, Xia Luo et Xiaopa apparaissent, créant un mur de glace qui arrête les flammes. En raison de la température élevée, le mur commence à fondre, alors Xia dit à sa compagne de prendre Jen. À ce moment-là, elle s'ouvre une petite blessure au cou, saignant, mais n'y prête aucune attention, car son objectif est de secourir ses amis. Ils disparaissent hors de l'endroit au milieu de la poussière et de la vapeur. Le démon réalise qu'il y a quelques gouttes de sang sur le sol et décide de poursuivre son plan. Après avoir dessiné des symboles sur le sol, un pentagramme magique est créé et le four commence à fonctionner, activant la météorite de feu qui commence à flotter automatiquement. Incapables de faire quoi que ce soit, les messagers célestes croient que le palais céleste n'est pas en danger, car la technique interdite est utilisée dans la direction opposée. Cependant, il est probable qu'il se désintègre en raison de la surchauffe. L'inconvénient est que la météorite pourrait finir par retomber sur la ville. Tandis que le démon est surpris que le plan ne se déroule pas comme prévu, les messagers décident fort de consulter le vieil homme pour une solution. Pendant ce temps, la ville est en feu, et le démon enragé menace d'exterminer tous les immortels. Les citoyens se précipitent en scène pour se réfugier dans l'abri. Une fois tout le monde en place, ils se demandent comment le démon a pu contrôler l'énergie de la météorite pendant 100 ans. Et le vieil homme dit que le seul trésor du monde mortel capable de résister à un sort de feu catastrophique est le noyau de refroidissement du four industriel de la Cité du Feu. Bien qu'étant un sage de la Terre, et censé reconnaître tous les objets magiques et divins de sa région, le vieil homme ne peut détecter la présence de ce noyau en raison d'une barrière que les démons ont placée dans le sous-sol de la forteresse. Pour accéder au sous-sol de la forteresse et obtenir le liquide de refroidissement, ils alerteront le démon car la forteresse est fortement gardée. Le vieil homme suggère d'y aller furtivement et de le voler sans être vu. À ce moment, tous les regards se sont tournés vers Zijou, connue pour être une voleuse habile. Sheng explique que la femme a juré de ne plus jamais voler, et parce qu'elle a rompu son serment, elle a perdu sa jeune sœur. Il ne peut pas permettre à la femme de le faire, mais le vieil homme dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, car le serment du destin ne peut être accompli qu'une seule fois. De plus, le noyau de refroidissement est un trésor immortel, et le récupérer ne peut être considéré comme un vol. Elle accepte de le faire, et s'infiltre par les conduits de ventilation de la tanière, attaquant les gardes distraits. Elle poursuit ensuite la secrétaire avec qui elle se bat, et la maîtrise en lui liant les mains et les pieds.
Elle parvient à extraire le code d'accès au trésor du sous-sol. De retour à l'abri, le démon attaque la ville, et s'il ne l'arrête pas, l'endroit s'effondrera. Diaopa décide de l'affronter pour donner du temps à Ziju, et Xia rejoint également la bataille. Pendant ce temps, Jiju atteint enfin une grande pièce sombre. Après avoir inspecté l'endroit, elle décide d'avancer vers la machine divine devant elle, et en faisant quelques pas, elle déclenche le capteur de mouvement qui active le système de sécurité. Un grand robot protecteur apparaît du plafond, et la femme réagit rapidement pour l'esquiver. La ville est plongée dans le chaos, et les gens cherchent refuge. Ho Shi-yeon semble se souvenir d'un incident du passé, dans lequel une femme aux cheveux roux voyageait en train à travers la ville. Il observe un voleur dérober le portefeuille d'un autre passager et décide d'intervenir à ce moment-là. Le voleur tente de l'attaquer avec un couteau, mais Ji-yoon l'immobilise. Après avoir arrêté le voleur, il demande à la jeune fille si elle va bien, et elle répond affirmativement, rougissant pas mal. C'est la première rencontre de ce qui deviendra un beau mariage. Plus tard, aux nouvelles, il rapporte que le roi démon a déchaîné son armée pour envahir le royaume après 1000 ans de paix. Tous les dieux se rassemblent pour combattre cette guerre. La femme est effrayée, et l'homme l'embrasse pour la réconforter. Il lui assure que la ville ne sera pas un champ de bataille, car le clan des démons de feu et le clan des divinités ont un accord de paix, et le royaume céleste les protégera. Quelque temps plus tard, une pluie de météores frappe la ville, causant des ravages. L'alarme avertit tous les citoyens de courir se mettre à l'abri. Tandis que Si-yoon parle au téléphone avec sa femme, inquiet, il lui demande de l'attendre à l'abri. Malheureusement, l'une des météores frappe l'endroit où se trouve sa femme, et nous connaissons déjà l'issue. De retour au présent, les messagers célestes affrontent le démon dans une bataille intense. Le ressentiment du démon envers les immortels est clairement visible, alors qu'il lance une attaque de feu sur eux, mais Xiaolu la bloque avec une barrière de glace. Soudain, le bâton doré de Sheng tombe du ciel, créant un dôme protecteur autour de ses amis. Le garçon apparaît et demande au démon d'arrêter, car il y a des innocents dans la ville qui souffrent à cause de lui. À ce moment, le démon réagit et réalise qu'il cause du tort à des innocents, mais se souvient qu'il a perdu ce qu'il aimait le plus à cause des dieux. Il dit au garçon de demander à ses amis immortels hypocrites ce qui s'est réellement passé. Xiaoluo raconte que lorsque le roi démon a essayé de détruire le palais avec la météorite de feu, ils ont créé un champ protecteur avec le pouvoir des dieux pour protéger l'endroit. Cela a changé la force et la trajectoire de la météorite vers le monde mortel. Luo regrette ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas d'autre option. Le démon répond que s'il les tue maintenant et demande ensuite pardon, sera-t-il pardonné ? Il lance ensuite son attaque vers la jeune fille, et Sheng réagit avec le pouvoir du bâton, créant une barrière protectrice au-dessus d'elle. Sheng avertit la créature que sa haine n'apportera que tragédie à la ville, et suggère qu'elle pourrait utiliser son pouvoir pour sauver les gens qui y vivent. Cependant, ces mots ne font que pousser le démon, poussé par sa soif de vengeance, à se transformer en une bête massive ressemblant à un loup, jurant vengeance en l'honneur de l'esprit de sa femme. Il délivre ensuite un puissant coup de poing à Sheng. Bien que Sheng bloque le coup avec son bâton, il est projeté en l'air à cause de l'impact. Ziju semble avoir vaincu le robot gardien et se dirige vers l'artefact. Elle tente de l'attraper avec ses toiles, mais elle gèle au contact du liquide de refroidissement. Ensuite, une vague émane de l'appareil et le dieu démon Boyi apparaît, saisissant la petite pierre magique. De retour en ville, nous voyons que Sheng a survécu au coup, en s'appuyant sur son bâton contre le bâtiment et en utilisant son bouclier protecteur pour atténuer l'impact. Cependant, il tombe à genoux, complètement épuisé. La bête explique que l'utilisation du fragment d'âme du dieu de la guerre consomme une quantité d'énergie absolument colossale. Malgré la suggestion de la créature de se rendre, Chung ignore ses paroles, et s'appuyant sur son bâton, se relève. Cela met la créature en colère, elle est sur le point de lancer une énorme boule de feu, mais s'arrête en sentant une vague d'énergie provenant du noyau de refroidissement. Le démon décide alors de lancer une gigantesque boule de feu, créant une explosion absolument massive, puis quitte les lieux. Bien que l'attaque n'ait pas touché nos protagonistes, Xiaopo est blessé. Jiju est maintenant sans protection, et Sheng décide d'aller la protéger. Xia, utilisant le peu d'énergie qui lui reste, guide Sheng vers l'endroit, et le jeune homme promet de mettre la femme en sécurité. Plus tard, le démon apparaît transformé en bête, et affronte Boyi. La puissance émanant des deux antagonistes fait trembler tout l'endroit. Boyi révèle que ce qu'il est vraiment venu chercher se trouve à l'intérieur de Ziyun, et se transforme en un énorme minotaure à la fourrure blanche. Il projette le loup contre le plafond, et avant qu'il ne puisse toucher le sol, il s'approche et lui transperce la poitrine, retirant le fragment du dieu de la guerre de l'intérieur et le rangeant dans une boîte juste à côté du noyau de refroidissement. Boyi observe le grand météore sur le point de s'écraser sur la ville,
Dans sa distraction, Sheng apparaît, brisant la boîte avec son bâton, et au contact du fragment divin, nous voyons comment il l'absorbe, lui conférant ainsi une puissance bien plus grande. Le démon réalise la situation et attaque Sheng avec une hache. L'enfant est sauvé par Jiju, qui se jette sur lui pour parer le coup et le protéger. Le démon suppose que le bâton est toujours contrôlé par l'enfant, décide de lui couper le bras pour éviter d'être consumé par l'arme, et après avoir sorti un petit artefact en forme de pièce, lui dit qu'il viendra chercher le noyau de refroidissement la prochaine fois, puis disparaît. Au loin, le personnage mystérieux apparaît. Jen décide d'enquêter, mais cet individu ne répond à aucune de ses questions. Il remarque les épées jumelles qui appartiennent à Chitian, et se souvient alors d'un combat qu'il a mené contre ce guerrier. Le personnage mystérieux demande si Jen est le fils de Kitian, et Jen répond que son père lui a confié ses épées, et que son nom est Yuan Shin. Lettre mentionne que la cicatrice sur son visage a été causée par le chasseur de démons le plus puissant du monde, et que seul le successeur de Kitian mérite de manier ses épées. Alors qu'ils sont sur le point de s'affronter pour prouver si Jen est digne d'utiliser ses épées, des messagers célestes apparaissent. Xiaopa le prévient de ne pas chercher les ennuis, mais voyant que l'être ne répond pas, Xiaopa lui demande s'il l'écoute vraiment. Sans un mot, la mystérieuse figure attaque à grande vitesse. Si Xia ne réagit pas à temps, Xiaopa pourrait être coupé en deux. L'étranger défie Jen de se battre à nouveau, mais Jiju apparaît et présente l'ennemi comme Wu Changui, connu pour être le plus fort épéiste du clan fantôme. Elle mentionne que ce serait un combat injuste, puisque Jen est blessée. Wu Chong décide d'attendre midi pour que Jen se rétablisse, scellant l'endroit afin que personne ne puisse s'échapper. De plus, il avertit que si Jen n'apparaît pas pour combattre, tout le monde mourra. Une fois à l'intérieur du vaisseau, le silence reflétait la nervosité ambiante, et on demanda à Jiju ce qu'elle savait de cet épéiste. La jeune fille raconta l'histoire du guerrier et mentionna que, selon toutes les légendes qu'elle avait entendues, il était pratiquement un être invincible. Cependant, Jen fit remarquer que cet être n'était pas invincible, car il avait déjà été vaincu par Kitian avec ses mêmes sabres jumeaux. Il faisait confiance à ce que son père lui avait raconté. La clé résidait dans ces deux sabres forgés avec un fer mystérieux qui cache un pouvoir inconnu, et il possédait le sang du chasseur de démons. Il était confiant de pouvoir libérer le véritable pouvoir. Malgré toutes les prédictions, Jen décida d'affronter la situation, tout comme son père, qui avait combattu les démons jusqu'à ses derniers instants de vie, et de tenir sa promesse de prendre soin de son petit frère. Cette nuit-là, tout le monde était inquiet, mais le combat était inévitable, et Jen devait profiter du temps pour sa récupération. Après cela, le jour de la confrontation arriva enfin. Puisque ses amis ne pouvaient le persuader, ils lui offrirent au moins leur soutien en lui donnant une sorte d'armure magique et un sort de vitesse qui lui permettrait d'exploiter pleinement ses capacités de combat. Malgré les tentatives de Shang de l'arrêter une dernière fois, son frère aîné lui expliqua qu'affronter les obstacles, aussi difficiles soient-ils, était ce qui donnait un sens à la vie. Ainsi, en aucun cas, il ne pouvait fuir quelque chose qui le maintenait en vie. Jen, dès son plus jeune âge, avait souhaité hériter des épées de son père. Cependant, pour y parvenir, il avait dû travailler très dur. Dans le présent, ces guerriers commencèrent leur confrontation. Zen attaqua à grande vitesse, mais malgré cela, Wu Changui fut capable de prédire ses mouvements et de lui asséner quelques coups que l'armure du garçon put supporter grâce au don de Jiju. Pour aggraver les choses, Wu Chong avait l'avantage grâce à la longueur de son épée, frappant avec précision grâce à la portée de ses attaques. Quelque chose de similaire avait été entraîné avec son père depuis l'enfance, car il savait que c'était l'une des faiblesses de la technique qu'il employait. Grâce à cet entraînement, il fut capable de renverser la situation et même d'engager une bataille beaucoup plus équilibrée, dans laquelle les deux semblèrent prédire chacun des mouvements de l'autre. Wu Changui sembla commencer à le respecter, lui disant que dorénavant, il se battrait de toutes ses forces et employant la technique légendaire de l'épée fantôme qui brisa complètement l'armure de Jen. Notre guerrier était acculé, supposant que l'adversaire était bien trop fort et qu'il ne pourrait peut-être pas le vaincre. Mais il se souvint de la dernière technique apprise lors de son entraînement intensif, la technique du sacrifice de sang. Cela lui conférait beaucoup plus de pouvoir. Cependant, l'utiliser signifiait perdre pratiquement son humanité. Même son père l'avait averti de ne l'utiliser en aucun cas, sous aucun prétexte. Sans autre option, il eut recours à cette technique, utilisant son sang pour libérer le pouvoir des épées qui, grâce à l'énergie maléfique de centaines de démons, lui conféra une puissance inégalée. Avec ce pouvoir, ils commencèrent à se battre sur un pied d'égalité, où il est évident que Jen porte un coup solide. Wu Changui commença à s'enthousiasmer de trouver un adversaire digne de ce nom, et malgré les attaques reçues, il continuait de se relever. Cependant, à cause de tous les coups qu'il continuait d'accumuler, il perdit progressivement le contrôle de son pouvoir, et aux yeux de ses amis, il ne faisait que répéter « Je vais vous tuer ».
montrant clairement qu'il ne contrôlait plus son être intérieur. La véritable bataille commence à partir de ce moment, et nous voyons Jen avec un regard ardent alors qu'il observe son ennemi depuis la rive du fleuve. Notre protagoniste lance la première attaque, qui est évitée par Wu Changui, puis enchaîne rapidement avec une seconde attaque. Cela surprend Wu Chang, qui est impressionné par les compétences du chasseur de démons, mais il remarque quelque chose d'étrange chez Jen. Soudain, il s'approche de ses amis, la tête baissée et sans prononcer un seul mot. Cela déconcerte les autres qui se demandent ce qui lui arrive. Ils réalisent Gwendy qu'il a perdu le contrôle et commence à les attaquer. C'était le danger d'utiliser la technique du sacrifice de sang. Maintenant, il voit tout le monde comme des ennemis, et se met à attaquer. Lors de la première tentative, Sheng l'arrête avec son bâton divin. Puis Jen reprend ses attaques sans discernement, et alors qu'il est sur le point de frapper Ziju, Sha parvient à le projeter contre des rochers et gèle son corps pour le maîtriser. Inquiet, Sheng s'approche pour vérifier l'état de son frère. Jen se libère de la glace et reprend ses attaques, menaçant de tous les tuer. Wu Changui réapparaît et poignarde Jen, le faisant tomber inconscient. À ce moment-là, il a une vision aux côtés des épées jumelles, qui lui disent qu'il peut encore se battre. Par conséquent, il leur demande de lui accorder leur pouvoir. Quand il essaie de les prendre, il voit dans sa vision son père marchant à travers un village avec Chitian. Alors qu'il traverse l'endroit, il réalise que tout le monde souffre, à cause des fléaux, des fantômes et des démons. Un vieil homme gravement blessé s'approche et les remercie d'être venus. Chitian l'embrasse et répond qu'il regrette d'être arrivé en retard. Puis un enfant arrive en courant, avertissant tout le monde que les démons sont arrivés pour les dévorer. Quand les démons apparaissent, l'un d'eux essaie d'attaquer Chitian, mais il l'élimine instantanément. Ils encerclent le propriétaire des épées jumelles, mais sont facilement vaincus. Après cela, il se dirige vers la grotte d'une montagne voisine, où il voit des enfants démons en pleurs. Un vieil homme apparaît derrière lui, le suppliant de ne pas faire de mal aux enfants, et s'inclinant devant lui, disant que les enfants sont innocents. Bientôt, Yuan Shin apparaît, lui rappelant sa mission de tuer les démons, mais Chitian répond qu'il ne peut tout simplement pas le faire, car il ne veut pas massacrer d'autres races pour que les humains survivent. Yuan croit qu'ils doivent éliminer les démons pour rendre le monde meilleur. Mais Chitian n'est pas d'accord, et déclare que des tueries sans fin ne changeront pas le purgatoire du monde. Puis il dit à son frère qu'il ira vers l'ouest, pensant qu'il trouvera un moyen de tout arrêter, mais il promet de revenir. Après cela, nous voyons Chitian arriver dans une ville remplie de cadavres de démons. Il inspecte l'un des corps et découvre que l'attaquant a utilisé une technique d'épée mortelle. Il enquête dans un bâtiment où il rencontre Wu Changui, qui vient de finir de tuer des démons. Wu Changui peut sentir les âmes de tous les démons que Chitian a tués et prétend être un chasseur de démons capable de tuer un dieu. Supposant qu'il doit être l'humain le plus fort du monde, il le défie en combat singulier. Quelque temps plus tard, nous voyons Yuan Shin diriger un groupe d'humains pendant l'hiver, se réfugiant dans une grotte. Alors qu'il regarde l'horizon, il sent un homme s'approcher et réalise que c'est Chitian tenant un bébé. Yuan Shin propose de prendre soin de l'enfant, et Chitian dit que le destin du monde dépendra de lui, laissant entendre qu'il est souffrant. Chitian annonce que le chaos est imminent et remet ses épées à Yuan, lui disant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, alors ils doivent confier l'avenir aux enfants. Jen reprend conscience alors qu'il est allongé dans la rivière de guérison, observé par Wu Changui. Immédiatement, il retire l'épée de l'épaule de Jen et commence à s'éloigner. Jen se lève pour continuer le combat, mais Wu Chang lui dit « une vie pour une vie ». Comme par le passé, c'était la loi du plus fort sur le plus faible. Alors il ne fait que lui rendre l'appareil, mais la prochaine fois, il n'y aura aucune pitié. Cela agace Jen, mais le démon pointe sa longue épée vers lui, disant qu'il lui doit un véritable combat. Quand Jen deviendra un chasseur de démons digne de cette épée, ils s'affronteront à nouveau, et Wu Chang se retire de la scène. Après cela, ses amis sont soulagés que tout se soit bien passé, et Sheng court embrasser son frère, les larmes coulant sur son visage. Il révèle alors qu'il a fait un rêve, le rêve du premier chasseur de démons du monde, et qu'un fragment de mémoire demeure dans les épées jumelles. Sheng se demande si son bâton est également connecté à Chitian, mais Jen dit qu'ils doivent rassembler des fragments de toutes les âmes pour découvrir les réponses. Ils retournent à bord du vaisseau du petit dragon blanc, et Sheng mentionne qu'il y a tant de choses à chercher, pourtant il ne sait pas ce qu'ils cherchent. Ils doivent aussi collecter des fragments d'âme et découvrir les secrets derrière les épées jumelles. Xiao évoque un lieu sacré où ils peuvent trouver toutes les réponses, Fengkun. Tandis que Jen et Xiaopo se disputent joyeusement comme des enfants, Xiaoluo mentionne que c'est la seule ville où résident des immortels dans ce royaume, et que sa civilisation est incroyablement avancée. Cela excite les frères, donc leur prochaine étape sera dans cette ville sacrée, malgré les objections de Xiaopo.
Dans un palais opulent, nous observons un jeune maître nommé Tianyu, en compagnie de son majordome, l'oncle Fu. Ce dernier leur présente la candidate, la princesse Salamadora de la ville de Perse, espérant qu'elle deviendra l'épouse de Tianyu. Fu informe Tianyu que la princesse est très douée pour la danse. Malgré ses efforts pour impressionner Tianyu, il semble désintéressé. Ensuite, le majordome demande à la candidate de partir et elle s'en va en larmes. L'oncle Fu s'inquiète de ne pas trouver une candidate qui saura capturer le cœur de Tianyu, mais il est confiant d'avoir un atout dans sa manche. Il présente la candidate suivante, Xianluo, la demoiselle de la beauté. Tianyu semble s'ennuyer, mais quand Fu mentionne Xianluo, le jeune homme montre de l'intérêt. Tout semble bien se passer jusqu'à ce que Xianluo révèle son visage, laissant Tianyu complètement stupéfait. Alors qu'elle s'approche pour flirter, le jeune homme s'enfuit, horrifié. Plus tard dans le jardin, tandis que Tianyu se remet de cette expérience traumatisante, il fait remarquer à l'oncle Fu qu'il a un goût absolument terrible pour choisir les femmes. Cependant, il révèle qu'il est déjà amoureux, et c'est de notre messagère céleste, Xiao. Il s'avère qu'ils se sont promis de se marier à son retour. Le majordome promet de leur préparer un mariage dès son retour. Pendant ce temps, à bord du vaisseau spatial du petit dragon blanc, Xiaopa se comporte étrangement, et sa compagne céleste commence à le remarquer. Ils sont sur le point d'atteindre la ville quand Xia demande à sa compagne si elle est intéressée à se rendre à cet endroit. Elle répond que ce pourrait être une perte de temps car ils pourraient ne pas trouver l'aide dont ils ont besoin. Xia commente qu'il pense que l'empereur Chong doit avoir beaucoup d'informations et qu'il y a encore un fragment d'âme là-bas. À ce moment-là, Sheng leur dit que le bâton réagit à un fragment d'âme et pointe vers la ville. En atteignant l'entrée de la ville, ils sont surpris par sa beauté. Le garde les arrête pour qu'un drone les scanne, puis autorise leur entrée. Soudain, une annonce est faite. Tianyu célébrera un grand mariage dans 3 jours, invitant tout le monde à assister à la cérémonie. Xiaopa révèle sa surprise par un cri euphorique, et tous ses amis la regardent alors qu'elle s'éloigne en colère. En marchant à travers la ville, une vendeuse de fruits leur dit que ces produits sont gratuits pour célébrer le mariage du jeune maître. Xiaopa, avec une expression démente, lui pose plusieurs questions, et ses amis commencent à remarquer la situation. À ce moment-là, un groupe de soldats arrive, les accueillant comme des invités de marque et les informant que le jeune maître les attend au palais. Tout le monde est surpris. Dans le lieu de réception, ils sont accueillis par un grand banquet et pendant que les jeunes mangent, le majordome Fu annonce que Tianyu est arrivé. Il leur souhaite une chaleureuse bienvenue. Ziju félicite Tianyu pour ses fiançailles et lui dit que c'était une surprise, donc ils n'ont pas pu lui préparer de cadeau. Cependant, le jeune homme affirme que le plus grand cadeau qu'il pouvait lui offrir était d'escorter sa petite amie en toute sécurité jusqu'à la ville. En découvrant que la future épouse est Xiao, tout le monde est stupéfait. Shan Yu révèle qu'il a enregistré ces informations dans le système de sécurité, déclenchant automatiquement le festival de mariage à son retour en ville, lui rappelant la promesse qu'il s'était faite. Nous voyons la petite Xiao protéger Tianyu d'un groupe de voyous, qu'elle finit par battre sévèrement. Tianyu remercie la petite Xiao de l'avoir sauvée, disant qu'elle est incroyable et souhaite qu'elle vienne à Fun Kun City quand elle sera plus grande, car il veut qu'elle soit sa petite amie. Elle se demande ce qu'est une petite amie. Il explique et après une brève discussion, elle promet d'être sa petite amie dans le présent. Tianyu révèle qu'il l'attendait depuis longtemps et est heureux qu'il puisse maintenant célébrer le mariage. Cependant, elle lui dit qu'elle ne savait pas ce qu'était une petite amie ou l'amour, parce qu'elle était trop jeune. À ce moment-là, elle révèle qu'elle a tout arrangé avec les voyous parce qu'elle voulait qu'ils lui doivent une dette et qu'ils paient son repas. Le jeune homme semble ne pas se soucier de ce qu'elle dit. Ces détails ne lui importent pas, car elle a déjà fait une promesse et l'a tenue en venant en ville. Xiao ne veut en fait pas se marier, mais Xia pense qu'il pourrait utiliser le mariage comme excuse pour rencontrer l'empereur et trouver les fragments, alors elle décide de jouer le jeu. Ensuite, le majordome dirige les invités vers leur chambre afin qu'ils puissent voter s'installer. Plus tard, l'équipe se rassemble à nouveau, mais cette fois sans Xiao, pour chercher des informations sur le fragment dans la ville. Ziju demande si Xiao restera en ville pour se marier. Mais tout le monde pense que c'est impossible. Soudain, le bâton divin réagit à un fragment, leur donnant un indice sur son emplacement. Ensuite, nous voyons Tianyu dans sa chambre et apprenons qu'il est ça le possesseur du fragment d'âme, jurant de ne plus jamais le laisser partir. Au centre-ville, Jen et Ziju prennent quelques verres quand le garçon est distrait par une jeune femme. Ziju mentionne qu'un voleur l'a également pris pour cible, et à ce moment-là, il découvre que son collier a été volé. Jen essaie d'intervenir pour attraper le coupable, et alors qu'il commence à le sermonner, le voleur parvient à s'échapper. La femme affectée apparaît avec des soldats, et il s'avère que notre héros portait le collier volé, mentionné.
Jen essaie de les convaincre qu'il n'est pas le voleur, soulignant qu'ils sont les invités du prince. Les gardes vérifient les informations, mais les documents indiquent qu'ils sont des immigrants illégaux. Ils tentent de les arrêter, et les deux s'enfuient. D'autre part, Sha et Sheng cherchent des fragments partout dans la ville. Soudain, le bâton divin leur indique un signal provenant de l'extérieur de Funkun. Cependant, lorsqu'ils atteignent l'endroit, le signal disparaît à nouveau. En tentant de retourner en ville, ils entendent une annonce stipulant que toutes les portes de la ville seront fermées pour des raisons de sécurité et que personne n'entrera ni ne sortira. En essayant d'entrer, une barrière rend tous les efforts futiles, et quiconque tentant de forcer l'entrée sera considéré comme une invasion illégale. Sorti de nulle part, un vieil homme apparaît, qui semble être un résident de la ville, et était sorti acheter des médicaments pour sa fille. Sheng essaie de parler aux gardes de la situation du vieil homme, mais ils répondent qu'ils doivent respecter l'ordre donné. Nos héros tentent un tout pour entrer, mais même leurs pouvoirs semblent impuissants face à cela. Le vieil homme mentionne qu'il y a un autre moyen d'entrer, et explique que lorsque la ville a été construite, l'artisan a bâti un tunnel souterrain. Quand il était jeune et jouait dehors, il a trouvé une étrange entrée, et c'est peut-être l'entrée du tunnel secret. En atteignant les environs de l'entrée, il se souvient que c'était exactement la même chose que lorsqu'il l'avait trouvée dans sa jeunesse. Sheng essaie d'inspecter cette entrée, et en la touchant de ses mains, elle ouvre ses portes. Tout le monde décide de descendre, et constate que l'endroit est en bon état. Le garçon semble découvrir un passage secret, et en essayant de le traverser, il se heurte à une barrière magique. Sho dit que la barrière appartient au clan immortel, et essaie d'entrer, affirmant être un messager céleste. De nombreux symboles ornent les murs, et en tentant de trouver un mécanisme, un objet tranchant lui blesse la main. Avec le sang de sa blessure, la barrière s'ouvre enfin, permettant à tout le monde d'entrer. Finalement, ils trouvent une entrée menant au centre de la ville. En atteignant la lumière de la sortie, ils se retrouvent au milieu d'un décor qui appartient à un bar. Les jeunes essaient de se fondre dans la masse, mais la femme qui dansait est sur le point de les signaler à l'un des gardes, qui les poursuit ensuite. Pour aggraver les choses, leurs visages apparaissent maintenant sur des affiches dans toute la ville, exhortant les citoyens à signaler ces deux suspects aux gardes car ce sont des immigrants illégaux. Nos amis, désormais fugitifs, soupçonnent que le vieil homme a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé et que tout cela fait peut-être partie d'un plan. D'autre part, Xiao portait sa robe de mariée, et le majordome l'a accompagnée là où se trouvait Tianyu pour une séance photo. Elle a bien essayé de coopérer pour les photos, mais son visage ne reflétait pas du tout l'instant présent. Le photographe lui a demandé de sourire, et au couple de se rapprocher pour le cliché. Quand Tianyu s'est approché pour l'embrasser, elle lui a donné un coup de pied, et lui a demandé s'il savait qu'il avait menti, alors pourquoi l'épousait-il ? Il lui a chuchoté à l'oreille « Sais-tu pourquoi tu étais harcelé à l'école ?» Il lui a raconté comment elle était toujours le centre de toutes les attentions, et qu'il ne pouvait pas faire assez pour attirer son regard. Puis il était avec des amis assis sur un terrain de sport, et l'un d'eux lui a dit qu'il l'aiderait à tout apprendre sur Xiao. Alors il leur a dit que s'il l'aidait, il paierait leur repas chaque jour. Ensuite, nous voyons le garçon commencer à le harceler, et elle apparaît pour aider le jeune homme battu. Elle est surprise, et lui dit qu'il a fait tout cela juste pour lui acheter une glace, et la forcer à l'épouser. Elle lui avoue qu'elle est en ville, non pas pour tenir sa promesse de l'épouser, mais qu'elle est venue chercher le fragment. Il lui dit qu'elle a utilisé l'excuse du mariage comme une tactique, et les larmes aux yeux, il la serre fort dans ses bras. Le photographe, toujours sur place, prend une photo parfaite qui devient visible dans toute la ville, où tous les habitants se rassemblent pour célébrer. Ses amis pensent qu'Esang Xiaopo est en danger à cet instant, déduisant que tout ce qui leur est arrivé a été orchestré par Tianyu, et Zhen et Jiju, qui étaient à cacher, arrivent à la même conclusion. Pendant ce temps, durant la séance photo, Xiaopa, comme à son habitude, crie sur le photographe pour qu'il supprime les clichés. Le jeune homme amoureux lui dit de se calmer, que c'est une très belle photo. Et quand Xiao se retourne, il semble qu'elle a été hypnotisée. Le jeune Tianyu en profite pour utiliser le fragment afin de la convaincre, puis lui demande pardon en un murmure. Toute la ville attend avec impatience le mariage de mademoiselle Xiaopa et du jeune Tianyu. Le grand écran annonce que la cérémonie aura lieu dans le hall principal, invitant tous les représentants des sectes Fenkun de la ville à assister au banquet. Pendant ce temps, Jen et Zi observent avec anxiété, cherchant le bon moment pour s'introduire dans le palais et sauver leur ami. Au loin, deux hommes sont assis, buvant un café, et il est évident qu'ils ont deux invitations de mariage sur la table. À ce moment-là, Ziju s'approche et tente de séduire les hommes, leur demandant si elle peut s'asseoir avec eux. Pendant que les hommes sont distraits par le charme de la dame,
Ju lance un filet avec sa bague et attrape les invitations, les accrochant à une corde au sol. À quelques mètres de là, Jen est assis à une autre table, et au bon moment, il tire les cartes vers son côté de la table. Pendant ce temps, les hommes se disputent pour savoir qui invitera Ziju à la cérémonie. Quand ils se retournent enfin, ils découvrent que la jeune femme a disparu, ainsi que les invitations. Alors qu'ils s'éloignent, elle recommande à Tujen de réfléchir à la manière dont il entrera avec les 2 épées qu'il porte. Il répond qu'il dira être un élégant et puissant marchand d'armes ayant tué 108 démons et que les épées sont forgées avec le sang de bêtes. Ensuite, il les présentera comme cadeau de mariage au maître Tianyu. Si tout se passe comme prévu, elle prétendra être l'épouse d'un homme d'affaires, une simple fille de village qui souhaite juste découvrir le monde. Pendant ce temps, Xia et Sheng sont en prison. Ils disent aux gardes qu'ils sont des amis de la fiancée du jeune maître et qu'ils veulent assister au mariage. Alors que les soldats s'apprêtent à fermer les cellules, Xia les arrête, affirmant être l'infirmière personnelle de la mariée, Xiaopo, qui souffre d'une étrange maladie nécessitant un traitement par sortilège. Il prévient que si elle n'est pas traitée, cela pourrait gâcher le mariage. Plus tard, l'un des soldats informe son chef qu'il les a vus avec la future vraie mariée lorsqu'ils sont entrés dans la ville. Le chef des soldats informe Tianyu de tout et se rend à la prison pour parler aux protagonistes. Il leur demande pourquoi ils sont venus mourir ici, alors qu'il leur avait offert l'opportunité de rester en dehors de la ville. De plus, il les avertit qu'une fois l'amie devenue son épouse, elle restera dans la ville de Fengkun pour toujours. Sheng révèle que Xiaopo n'était pas d'accord avec le mariage et qu'ils sont seulement venus à la recherche du fragment. À ce moment-là, le bâton divin réagit au fragment porté par Tianyu. Le jeune homme tente d'attaquer, mais le maître esquive rapidement le coup et lui assène un coup qui le laisse inconscient au sol. Xia décide d'attaquer aussi, mais le fiancé de Xiaopa parvient à esquiver le coup et riposte avec un coup à l'estomac. Avec le pouvoir du fragment, il piège les protagonistes. Le jeune homme aux cheveux blonds tente de voler l'âme et la conscience de Sheng, mais une voix demande qui ose pénétrer son territoire. Sheng prend la main de Tianyu et commence à absorber son pouvoir, tandis que la voix murmure que le corps de ce mortel lui appartient. Les yeux de Shang deviennent rouges comme le sang. Confus par ce qui s'est passé, le prince décide de quitter les lieux, laissant Shao se battre à sa place. Le messager céleste lui assène un coup puissant, prenant l'enfant par surprise. Du sol, il supplie Shao de réagir. Mais il est clair que Shao est manipulé par le prince. L'enfant décide de se défendre contre les attaques et charge son ami de toutes ses forces, le laissant inconscient au sol. À ce stade, l'enfant ne sait plus quoi faire car il ne peut pas communiquer avec ses amis et doit maintenant se débrouiller seul. De plus, il suppose qu'il n'est pas de taille face au prince. Dans ce moment d'incertitude, une voix commence à parler. Cette voix lui demande ce qu'il craint, et l'enfant se demande qui parle. La voix se présente comme un royaume de conscience, ou une cage de pouvoir, où elle contient une force encore plus puissante que le dieu de la bataille céleste. Elle lui dit que le bâton céleste contient tout le pouvoir que Shung pourrait jamais posséder. La voix mystérieuse lui demande s'il a oublié qui il est, mais l'enfant répond qu'il n'est pas un monstre. Il prend le bâton divin et décide d'attaquer cette voix inconnue. Plus tard, nous le voyons tomber, s'accrochant à la puissante arme, et après une lumière éblouissante, il réapparaît dans la cellule avec son bâton divin. Rapidement, Sheng observe son ami étendu sur le sol et décide d'appeler les gardes à l'aide, affirmant que le corps a été maudit par des démons, et que s'il meurt, le corps explosera, détruisant toute la cellule. Le garde décide d'inspecter, et l'enfant l'attaque par derrière. Avant de quitter la cellule, Sheng promet de revenir pour secourir le messager divin. En essayant de sauver Xiaopa, il réalise que l'endroit n'a aucune issue. Quelqu'un enfermé dans la cellule lui dit qu'il ne pourra pas partir sans aide, et que s'il ouvre la cellule, il le guidera vers la sortie. Cet homme s'avère être le sacré empereur Chong, qui avait été emprisonné par son propre fils pour régner sur la ville. Finalement, l'empereur a été libéré, et ils vont secourir leurs amis et démasquer Tianyu. En essayant de se faufiler dans le palais, ils ont été détectés par les gardes. Juste au moment où ils allaient être capturés, une bombe fumigène a obscurci la vision des gardes et Jen et Ziju sont apparus, attaquant tous les soldats. Suite à cela, Sheng présente l'homme à ses amis, Zen décide de lui montrer les épées pour voir s'il les reconnaît, et révèle qu'elles sont différentes des originales qu'il connaît. Puis Jen s'excuse et affirme que cet homme est le véritable empereur Chong, et qu'ils ont beaucoup de questions à lui poser, mais d'abord, ils doivent secourir Xiaopa.
Pendant ce temps, Ziju sent que quelque chose ne va pas, mais finalement, il décide de commencer l'opération de sauvetage. Tous les invités se rassemblent au palais pour le mariage, nos protagonistes y assistent également, et ont changé d'apparence pour passer inaperçus. Le majordome accueille tout le monde, tandis que nos amis présents ne perçoivent aucun signe de la présence de Xiaoluo, jusqu'à ce que F.A., le majordome, présente le représentant du monde immortel, clairement sous le contrôle de Tianyu. Tout pourrait être plus simple si l'empereur Chong révélait la vérité à toutes les personnes présentes et faisait appréhender son fils par ses fonctionnaires. Cependant, Chong affirme que l'armée est sous contrôle grâce à la magie de Tianyu et qu'il n'est pas opportun de se précipiter. Il suggère que Jun affronte Tianyu en duel pour l'honneur. Car, selon la tradition dans la ville de Fengkun, le prince doit accepter le défi. Après le duel, l'empereur révélera son identité et ils pourront ainsi sauver leurs amis. La cérémonie est sur le point de commencer, et alors que les vœux de mariage sont sur le point d'être échangés, Jen apparaît dans la foule et défie le prince. La foule s'enflamme, et le majordome annonce que le duel aura lieu, le vainqueur obtenant la mariée. Les deux combattants se dirigent vers le champ de bataille, et Jen porte le premier coup. Le prince parvient à bloquer l'attaque, déclenchant des acclamations parmi les citoyens qui regardent le combat. Pendant ce temps, Ziju essaie d'atteindre l'endroit où Sho est assis. Cependant, en tentant de lui parler, le messager céleste ne semble recevoir aucune réponse. Incapable de trouver une solution, Ziju commence à le gifler. Le prince réalise les intentions de la jeune femme et ordonne à notre messager céleste d'attaquer. De retour au combat, Jen remarque que le prince est distrait et lui parle pour s'assurer qu'il ne perde pas sa concentration sur la bataille. Tianyu réagit avec sa lance, assénant plusieurs attaques à notre héros. L'un d'eux provoque une blessure à l'épaule de Jen. Pendant ce temps, Sheng et l'empereur Chong parviennent à atteindre l'endroit où se trouve Xiao. Ils découvrent que Shi est également sous le contrôle du prince. Pour aggraver les choses, la coupure à l'épaule de Jen fait geler son sang lentement. Cependant, notre héros n'est pas prêt à être vaincu si facilement. Sa fierté de combattant le pousse à se relever, émettant une puissance énorme qui le propulse à affronter le prince et à réussir à le blesser avec des coupures. Ce dernier n'est pas prêt à reculer, et ainsi commence la vraie bataille, déchaînant une force puissante dans ses attaques qui génèrent une immense accumulation d'énergie. Tous deux sont blessés, et Sheng décide d'intervenir pour révéler la vérité à tous les citoyens. Il expose les actions trompeuses de son prince, et l'empereur s'avance pour s'adresser à tous. Les citoyens sont stupéfaits par cette révélation et expriment tout leur soutien à l'empereur. Quand Chong ordonne aux soldats de capturer son fils, celui-ci lance une attaque qui gèle tout l'endroit, y compris les personnes présentes. Alors que le prince lève les yeux, il voit sa fiancée Xiaopo, figée. Le seul qui n'a pas subi de dommages de l'attaque est notre ami combattant Jen, qui porte un coup à la jambe du prince. Cependant, le prince riposte avec sa lance, blessant Jen dans le dos. Jen déclare qu'il le tuera pour assurer la sécurité de la ville. Soudain, Chong se lève et un démon émerge de lui, saluant le jeune prince. Il révèle que père et fils ont fait tout leur possible pour empêcher le démon d'obtenir le fragment de l'âme céleste. Même lorsque le démon Hu Zhao a pris le contrôle du corps de l'empereur, ils ont convenu de l'enfermer profondément dans un donjon et ont scellé l'endroit avec une magie immortelle pour empêcher le démon de s'échapper. Ils ont confié à Tianyu la responsabilité de garder la ville. Le jeune prince décide de tenir la promesse qu'il a faite à son père de prendre soin des citoyens de Fangkun. Alors qu'il est sur le point d'attaquer le démon Hu Jiao, John l'arrête avec son épée et révèle avec colère que c'est elle qui a tué son père, Yuan Shin. Le démon semble apprécier ce moment où les deux jeunes sont en colère et décide de les provoquer. Jen réagit en essayant de lancer une attaque avec son épée, mais le démon décide de manipuler le corps de Sheng et de le placer devant elle, l'utilisant comme bouclier. Il commence à utiliser Sheng comme une marionnette, faisant attaquer l'enfant son frère avec son bâton divin. Pendant que le démon Hu Zhao était distrait, le prince tente d'attaquer par derrière, mais il parvient à esquiver l'attaque sans problème. Il sort alors la célèbre cloche, et en la faisant sonner, le vieil homme de l'entrée de la ville apparaît. Finalement, il révèle sa véritable identité. Il s'avère être le monstre qui tue les chasseurs de démons. Celui que Yuan Shin a combattu cette fois-là, en présence de ses fils, l'infâme démon Asura. Il attaque les garçons sur le champ de bataille, et finalement ils décident d'unir leurs forces pour combattre ensemble. Les jeunes guerriers prennent l'initiative et attaquent le démon Asura, mais il semble insensible car les attaques ne lui causent aucun mal. Le prince décide alors de placer le fragment de l'âme céleste sur sa lance, et il tente une embuscade au démon, lui causant quelques dégâts. Pendant ce temps, Hu Jiao demande à Sheng si son frère aîné lui a raconté comment leur père est mort. Puis elle dit qu'elle va lui montrer comment cela s'est passé. Quand le démon Asura est sur le point d'attaquer les garçons,
il s'arrête soudainement et décide d'aller directement vers Xiaopa. À ce moment-là, le messager céleste semble réagir. Et alors que le démon est sur le point d'exécuter son attaque, le prince apparaît, le transperçant de sa lance, bien que Tian Yu soit également blessé par les griffes du démon. Le prince remet l'âme céleste à Xiaopa et s'effondre. Cela met en rage la jeune fille, qui attaque aveuglément le démon Yu Zhao, mais elle est protégée par le bouclier protecteur du pouvoir du bâton divin. Le démon affirme que Sheng lui appartient désormais, et le garçon dit à son frère de s'échapper et de ne pas s'inquiéter pour lui. Nous voyons le démon Asura réagir aux instructions de Yu Zhao. Jen décide que c'est le bon moment pour utiliser sa technique de sacrifice de sang, et notre héros, face à Asura, tente de combattre la conscience de l'épée. Cela est perçu par le démon Zhao, qui tente de détruire l'âme de Jen. À ce moment-là, il entre dans la mémoire de notre protagoniste, le manipulant, avec ses souvenirs. Soudain, le jeune homme entend la voix de son père l'appeler, disant qu'un jour il comprendra le vrai sens de ses épées jumelles et deviendra le plus fort des chasseurs de démons. Nous voyons le démon surpris, et notre protagoniste commence à émaner une énergie puissante et formidable. Quand ses épées lui échappent des mains, Chi-Tian apparaît, prenant les deux jumelles. Jen lui demande comment manier le vrai pouvoir des épées jumelles, et il répond que les épées peuvent tuer démons et dieux, mais les corps mortels peuvent aussi mourir. Le vrai pouvoir ne réside pas dans les épées tranchantes qu'il porte. Le vrai pouvoir d'un chasseur de démons est la conviction de protéger les gens qu'il aime. À ce moment-là, le démon Yu Zhao commence à désespérer et envoie Asura tuer Jen. Cependant, le démon tombe sous une attaque rapide à l'épée, apparaissant derrière Zhao et la menaçant de libérer son jeune frère Sheng. Sans s'en rendre compte, le démon contrôlant son frère signale à Sheng d'attaquer avec son bâton divin. Le garçon crie à son frère de s'échapper, mais Yu Zhao est déterminé à ce que le garçon tue son frère de ses propres mains, le faisant lui asséner de rudes coups jusqu'à ce qu'il soit gravement blessé au sol. Juste au moment où elle est sur le point de porter le coup final, Jen réagit et prend le garçon, le rendant incapable de bouger. Le démon, voyant que ses frères ne veulent pas être séparés, suggère qu'ils meurent ensemble. Il utilise une technique connue des chasseurs de démons, la prison des 5 doigts. Avant que la main ne se referme et qu'il ne soit enfermé à l'intérieur, Jen jette son frère hors de la prison, lui demandant de ne pas se perdre contre lui-même. La prison finit par se refermer avec Jen à l'intérieur. L'enfant enragé parle à son âme, demandant quel est le prix à payer pour avoir un grand pouvoir. Son âme répond que le pouvoir lui appartient aussi. Après cela, il se libère de la manipulation du démon et déchaîne tout son pouvoir intérieur, changeant radicalement son apparence. Le démon est stupéfait par ce qu'il voit. Juste au moment où il est sur le point de mentionner son nom, nous voyons que le bâton divin transperce cet être, lui disant qu'il n'a pas le droit de manquer de respect au roi, et qu'il devrait mourir en brûlant. Le démon plaide pour sa vie, mais est rapidement vaincu sans laisser de traces. Après cela, l'enfant s'effondre au sol. Plus tard, nous voyons l'empereur se réveiller, et en levant les yeux, il voit que tout est enfin terminé. Quelque temps après, l'empereur, accompagné de notre groupe d'amis, fait ses adieux au prince. La scène est sombre pour les habitants qui pleurent la perte. Au loin, Zen observe, très frustré par la situation, mais ils ont enfin vengé son père, en supposant que le prince a payé le prix. Plus tard, nous voyons notre protagoniste, avec l'empereur, à la porte de la ville. Le sage empereur dit à Shang d'aller au mont Shumi, où il trouvera tout ce qu'il veut savoir, la terre d'où sont originaires les dieux. Cependant, il les avertit également que des démons et des fantômes habitent cet endroit, où de nombreux gardiens sont tombés vaincus. Le messager divin dit à l'empereur qu'après la guerre entre dieux et démons, la route directe vers le mont Shumi n'existe plus. L'empereur leur dit qu'il peut les emmener, et un portail transfrontalier émerge de ses mains. Avant qu'il n'emprunte cette route à travers le portail, l'empereur dit à Xiao que les portes de la ville seront toujours ouvertes quand il décidera de revenir. Ensuite, ils montent à bord du navire Petit Dragon Blanc et partent pour de nouvelles aventures. Dans le final de la saison, nous voyons une fille marcher avec sa mère qui trouve le hochet du démon Yu Zhao. Elle le fait sonner, et sur le visage de la fille, nous pouvons voir un sourire malicieux. Fin. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir de nouveaux résumés d'animes.